pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Ce lieu, le Métropole, effectivement, c'est d'abord un très beau lieu. C'est un des hôtels les plus connus de Bruxelles. Objectivement, il est très beau esthétiquement. C'est un lieu de cinéma aussi. Il y a beaucoup de personnalités du cinéma, pas seulement Micheline Prel, mais quelqu'un comme Sacha Guitry, par exemple, qui descendait toujours au Métropole. Et puis, c'est aussi un lieu qui m'évoque un souvenir, parce que quand j'ai voulu commencer à faire du cinéma, j'étais fasciné par André Delvaux, qui est le plus grand cinéaste belge, qui était le plus grand cinéaste belge vivant à l'époque, le plus connu. Et il a tourné une petite scène de son film, ici Benvenuta, avec Victor Hugo Gassman et Fanny Ardant qui étaient présents. Et j'avais eu l'autorisation de venir assister au tournage. Et donc j'avais moi-même, je ne sais pas si j'avais déjà réalisé un court-métrage ou peut-être un court-métrage en Super 8, mais j'étais au tout début et donc j'étais fasciné par voir André Delvaux que j'admirais en action et de voir aussi que ce lieu, le Métropole, était censé être à Milan dans le film, pas à Bruxelles. C'est ça aussi la magie du cinéma, c'est comment on peut jouer avec les décors et créer le propre espace filmique qui n'a rien à voir avec l'espace réel. Et comment on joue les décors les uns avec les autres au montage et dans la manière dont on les filme. Cher Louis, je croyais qu'on se retrouvait. Quelle déception. À quand donc, Micheline? J'étais pas au courant pour les autres. Ramchek aurait fixé rendez-vous à toutes ses actrices ici, le 1er juin 1947. Chacune à 1 heure d'intervalle. Apparemment, vous êtes la dernière. Ah, ça veut dire qu'il gardait plus de temps pour vous. Je n'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. Puisqu'il n'est jamais venu. Oui, il vous a posé un lapin. Hein. Oui, mais il n'est pas venu non plus pour les autres. Ce n'est pas un lapin, hein. C'est une garenne. L'histoire a rapidement fait le tour de l'hôtel. On a cru au début qu'il s'agissait d'une blague, d'un coup monté. Ici, c'est devenu une sorte de mythe. Mais alors, j'étais très marqué par la nouvelle vague. La nouvelle vague, c'est ancien. C'était dans 1959, on est en 2011. Donc, il y a quand même du temps qui s'est écoulé depuis. Et donc, ce qu'il faut, c'est une nouvelle vague. Et toujours, chaque génération doit, je pense, réinventer le cinéma. C'est-à-dire à la fois prendre en compte le cinéma qui existe, parce que je pense que quand on est réalisateur, on est amoureux des films des autres d'abord avant de vouloir être cinéaste soi-même. Et donc on ne part jamais de nulle part. On n'est pas en 1895 à l'invention des Frères Lumière. Donc on ne peut pas faire abstraction de tout ce qui a été fait déjà. Et donc c'est une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on a une culture cinéphile? Parce que je pense que je fais partie d'une des dernières générations qui avait une sorte de socle commun de films qu'on voyait à la cinémathèque. Et donc c'était clair qu'il y avait toute une série de classiques, de grands cinéastes qui étaient partagés par tous les cinéphiles du monde entier. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a d'abord plus d'années qui se sont écoulées, qu'il y a une effervescence dans plein de pays et je pense qu'il y a très peu de personnes, et en tout cas pas moi, qui ont une connaissance encyclopédique du cinéma, de toutes les cinématographies et qui connaissent tout ce qu'il faut avoir vu dans le cinéma. C'est pratiquement une mission impossible vu le nombre de films et l'effervescence qui existe. Avec une question, c'est comment faire exister les films. Parce que qui dit ignorance cinéphile, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance maintenant des grands cinéastes qui tombent dans l'oubli malheureusement, à commencer par André Delvaux, qui je pense est beaucoup trop peu mis en avant, à commencer par la Belgique, parce que je pense que c'est un cinéaste fondateur. Et je pense que dans une école comme l'Assas, par exemple, il faudrait beaucoup plus montrer les films d'André Delvaux, parler des films d'André Delvaux. Mais donc comment faire du cinéma ici et maintenant, exprimer son désir de cinéma, aller de l'avant. Et donc effectivement, Éclair Hollywood, ça parle de ça aussi. C'est comment je rêve de faire du cinéma, comment est-ce qu'on peut rêver de faire des films, mais avec les spectateurs. Et donc comment il peut y avoir des nouvelles relations aussi entre film et spectateur. Fiston, oui, passe-moi ta caméra une minute. Oui, mais faites attention. Hein. Attention.
Dis, c'est avec ça que tu as filmé Micheline Prey? Oui. Ah bah mon Dieu, bientôt tu utiliseras ton téléphone. Enfin, comme ça, sans éclairage. Si, au début, mais après, moi... Bon, enfin, c'est pas possible, ça. Comment est-ce que tu fais pour sculpter le visage de tes actrices si t'as pas de lumière? Tourner au show, au studio, jouer avec les spots, c'est plus possible. Hein. Maintenant, on doit filmer n'importe comment, en éclairant avec une lampe torche ou quelque chose. Tu sais, on n'a même plus le temps de se poser pour cadrer. Non, tout doit être remballé le plus vite possible. Mon Dieu. Attention, est-ce que je peux le prendre? D'abord, je suis heureux qu'on en parle parce qu'effectivement, la raison pour laquelle je souhaite faire des films, c'est d'abord pour les acteurs. Travailler avec les acteurs, parce que comme réalisateur, c'est le moment le plus magique, enfin pour moi en tout cas, c'est quand tout à coup le film prend vie. Parce que je pense qu'il y a un côté organique dans le film, et que c'est ça toute la différence entre un scénario et un film. Un scénario, c'est très important, c'est le socle du film, et il faut beaucoup y travailler, mais ça reste quelque chose d'inerte. Et donc l'idée, c'est de transformer le scénario en film. Et qu'est-ce qui permet au film de devenir vivant? Ce sont les acteurs. Je trouve qu'il y a un moment magique, c'est quand tout à coup il y a une rencontre entre un personnage, le personnage qu'on a écrit dans le scénario, et la personnalité d'un acteur, et donc tout à coup le film prend vie quand les acteurs prennent possession de leur rôle. Et toute la question est celle de la direction d'acteur et de l'accompagnement des acteurs. Non, coupez, je peux pas. Non, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, attends, j'ai essayé de comprendre, mais ce type qui reste là sans rien faire, sans réaction, sans émotion, alors qu'une famille entière de juifs se fait embarquer par les Gestapo, moi je peux pas. Le devoir de mémoire, pour moi, c'est un truc très important, tu vois. J'ai accepté le film pour ça aussi. Alors là, je trouve ça obscène. Excuse-moi, je le dis devant l'équipe, mais je trouve ça obscène. Je me tire. Salut. Toute la question est celle de la direction d'acteur et de l'accompagnement des acteurs. Parce que d'abord, on choisit les acteurs avec qui on a envie de travailler, avec qui on a envie de tourner dans le film parce qu'ils apprécient le rôle, parce qu'on a apprécié la rencontre mutuelle qu'on a faite avant le tournage. Et puis, il y a ce moment magique du tournage qui peut absolument être extraordinaire ou catastrophique quand ça se passe mal. Et j'ai connu les deux. J'ai eu le bonheur de travailler avec des acteurs, ou même quelqu'un comme Serge Gainsbourg, qui n'est pas un acteur, mais qui a une forte personnalité, et qui a joué aussi dans certains films. Et donc c'est un moment magique d'avoir une grande star comme Serge Gainsbourg qui acceptait, j'avais 18 ans, de tourner avec moi. Comme acteur, c'était aussi quelqu'un de très charismatique, qui est Margot Hemingway, et déjà Marianne Medeiros, qui tourne dans le film. Et donc effectivement, c'est le plaisir de rencontre avec des comédiens, avec quelqu'un comme Jean-Paul Comard, aussi un acteur belge avec qui j'ai fait beaucoup de mes films et que je trouve un acteur formidable. Et donc et ce qui est formidable quand on travaille avec Jean-Paul Comard, par exemple, c'est qu'il vient pour enrichir le personnage. Il pose plein de questions et il fait des propositions aussi. Après, il admet si je refuse ses propositions, il est très respectueux du réalisateur, mais il enrichit. J'aime bien souvent tourner avec des comédiens qui jouent leur propre rôle. Et donc, c'est le cas de Serge Gainsbourg ou Michael Lonsdale dans Fumeur de charme. C'est le cas de Margot Hemingway qui joue Margot Hemingway dans A comme acteur. C'est le cas de Micheline Prey et de Marianne Medeiros dans Éclair à Hollywood. C'est indirectement le cas parce que ce n'est pas son propre rôle. Il n'est pas du tout comme ça, mais de Patrick Chenet qui joue le rôle d'un comédien dans Climax. Et donc, pourquoi ce plaisir aussi de faire jouer des propres rôles dans une sorte de jeu de miroir, donc c'est bien qu'on soit devant un miroir là, c'est parce que je pense que les acteurs sont aussi enrichis par tout leur passé. Et donc un acteur n'est pas vierge, il est construit par tous les rôles qu'il a joués et qui ont apporté plein de dimensions à son personnage. Et donc c'est pas simplement la qualité de son interprétation, parce qu'il y a des acteurs qui sont meilleurs que d'autres évidemment, mais c'est aussi toute la richesse, tous les rôles déjà vécus qui sont portés à travers lui. Et donc ça revient à l'essor du cinéma et au plaisir cinéphile. Quand on travaille avec Michael Lonsdale, comme j'ai eu la chance de le faire à trois reprises, donc dans Vroom Vroom, dans Fumeur de charme et dans Éclair à Hollywood où il a une petite participation, c'est formidable de voir
toute l'histoire du cinéma portée par Michael Lonsdale, qui a tourné avec Truffaut, qui a tourné avec Wells, qui a tourné avec Eustache. Et donc évidemment, je connais ces films. Et c'est aussi dans la relation qu'on a entre nous quelque chose qui existe, qui, je pense, transparaît dans l'inconscient collectif. Oui, les gens distingués, évidemment, filment comme ça. Généralement, les gens plus modestes filment souvent comme ça. Il y en a qui filment comme ça. Les intellectuels, souvent, ça, les artistes filment comme ça, avec la cigarette comme ça. Oui, en effet, ça pose, ça, comme je disais, ça occupe manuellement, ça donne une certaine tranquillité. Voilà, c'est une ancienne salle de cinéma, là. Je ne sais pas si tu l'as connue. Et voilà, qu'est-ce que c'est devenu maintenant? Un lieu déserté. La vie est partie avec le cinéma. Oui, c'était une salle, il y a une 70 Ouais. Si j'ai voulu faire cinéaste à tout prix, c'est pour plusieurs raisons en fait. D'abord, effectivement, j'avais écrit un livre sur le cinéma belge, la kermesse héroïque du cinéma belge, et je m'étais aperçu qu'il y avait toute une série de réalisateurs, parce que je voulais faire 100 ans d'histoire du cinéma en parlant de tous les réalisateurs qui ont fait des longs métrages en Belgique. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait certains cinéastes qui n'étaient pas référés dans les autres histoires du cinéma qui existaient avant, qui parfois n'étaient même pas mentionnés à la Cinémathèque, et qu'il y avait comme un autre cinéma qui existait en dehors des institutions, dans un monde parallèle. En 1977, j'ai tourné ici une séquence en travelling carrière avec un chariot que j'avais construit moi-même. La caméra était posée dessus. Quand on marchait, je dis attention, nous sommes prêts, ça tourne. Oh, on veut démarrer, mais bon, pas en synchro. Alors je faisais comme un tambour, et je battais du pied comme si je faisais l'entre-sabremeuse, comme ça ainsi. Et puis je dis ça tourne. Alors il démarre, voilà. Il marche. Puis soudain, ici nous amorçons un virage. Je dis bien un virage parce que c'est pas évident pour moi qui suis sur le travelling et celui qui le tire. C'est au moment où il tire trop vite, je risquais de culbuter du chariot parce qu'il n'y avait aucune barricade ni rien. Et ce travelling m'a été inspiré par le grand maître, un grand maître du cinéma que j'ai toujours estimé et que j'estime encore, qui est Stanley Kubrick, qui faisait lui aussi de longs travelling. Pauvre Maurice, s'est suicidé, qui aurait pu prévoir une chose pareille. Mais pourquoi? Il y a quelque chose de surnaturel dans tout ça. Bon, à cet après-midi. À tout à l'heure, inspecteur. Je me suis rendu compte, d'une part, qu'il y avait parfois vraiment quelque chose que je trouvais intéressant sur le plan artistique, qu'il y avait des fulgurances chez certains de ces cinéastes qui méritaient qu'on en parle déjà d'un pur point de vue cinématographique, et puis qu'il y avait aussi quelque chose de très romanesque et qui me touchait beaucoup émotionnellement, qui étaient les parcours de vie consacrés au cinéma. Que toutes ces personnes, il n'y en avait aucune qui était riche ou qui avait des moyens énormes, et qu'elles avaient consacré tout leur temps libre, toutes leurs économies à faire des films, à faire des longs métrages, et que du coup il y avait aussi une entreprise collective qui réunissait les acteurs de ces films, les techniciens de ces films, et qui avait des aventures de vie sur parfois 20, 30 ans. Répétition pour tout le monde! Allez-y, répétition, Crève-le! Crève-le! Allez, vous autres, allez! J'ai pris beaucoup de plaisir à faire Cinéaste à tout prix avec ces trois réalisateurs, de retrouver toutes les personnes qui avaient travaillé à leur film, de voir comment c'était un travail collectif. Et il était très important pour moi de montrer qu'ils ne prêchaient pas dans le désert, qu'on pouvait apprécier leur film, et c'est pour ça qu'il y a une scène dans La Mort subite, où on est ici, où comme il y avait trois cinéastes, j'ai voulu réunir trois personnes qui leur portaient
admiration, qui avaient une admiration pour eux. C'était Benoît Poelvoorde, qui était fasciné par Jean-Jacques Rousseau, Bouli Lenners, qui est fasciné par Jacques Hardy, qui est dans sa région, parce que Bouli Lenners vient de Liège et donc il connaissait Jacques Hardy à Visé, et Noël Godin, qui connaissait Max Navo. Et donc de les faire dialoguer tous les trois sur les raisons pourquoi ils accordaient de l'importance à ce type de démarche. En fait, il m'avait mis l'eau à la bouche avec une séquence d'ouverture d'un film où on voit en première image du film un carton avec écrit, alors que le film démarre, donc on est censé ignorer tout ce film, ça démarre, il est écrit 20 ans après. J'ai dit, c'est pas possible. Il me dit, si, je t'assure, quelqu'un l'a fait, et ça dépasse, comme dit très bien Bouli, tout ce qu'on peut imaginer du surréalisme belge ou quoi que ce soit. C'est d'ailleurs presque moderne, 20 ans après, alors qu'on n'a rien vu. Mais je disais, moi, ce qui me touche dans ce film-là, c'est l'énergie. Le travail. C'est l'énergie déployée pour arriver à faire quelque chose. C'est quelque chose de Don Quichotesque qui me touche beaucoup. C'est sûr qu'on peut considérer que Rousseau, Arte Nouveau, c'est de la poésie, c'est de la poésie, de l'art brut. C'est ça. Sauf qu'en plus c'est du cinéma. Et dans le cinéma, il y a sauvage. toujours tout ce truc qui est véhiculé, toute l'imagerie du cinéma sur le succès, le star system, etc. Alors ça fait un drôle de mélange. Oui, Parce or, que nos lascars à nous ne sont pas prétentieux pour un sou, mais ils sont évidemment totalement mégalos. Ambitieux. Ce qui est totalement Ouais, mégalo, différent. et même, Mégalo, disons-le, extraordinairement cinglé. C'est ce qui les rend... Voilà. Il y a eu une sorte de conte de fées autour de ce film, parce qu'au départ, il était prévu pour la télévision. Et je me suis battu pour en faire un film de plus longue durée. Et quand il a été terminé, j'ai proposé au producteur, Hubert Thoin, d'envoyer le film à Cannes, pour présenter, voir si à la sélection cannoise. Et il m'a dit, écoute, on n'a aucune chance, on a une chance sur 1 million. Je lui ai dit, mais alors si c'est une chance sur 1 million, tentons-la alors. Et alors il m'a dit, écoute, si ça t'amuse, hein. Et donc on a envoyé une cassette à l'époque, c'était en 2004, une cassette VHS, même pas DVD. Et puis j'ai oublié cet envoi, et 3 mois plus tard, je reçois un coup de téléphone de Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, qui m'annonce que le film était retenu hors compétition, mais dans la sélection officielle du Festival de Cannes. Curieux couple, Pierre et Christine. Ils sont censés ne plus être ensemble, mais en fait, ils le sont toujours. Enfin, quand Pierre veut bien. Christine passe sa vie dans un monastère. Oui, elle flirte avec Dieu, mais elle couche avec le diable, Pierre. Et quand elle n'est pas dans ses bras, elle l'épie. Elle surveille toutes ses allées et venues. Qu'est-ce qui la fascine autant chez Pierre? Au point de remplacer les saints de la chapelle par sa figure emblématique. Pourquoi? Pourquoi tant de dévotion? C'est vrai qu'il y a eu une série de malchances sur ce film, de tournages reportés, d'affaires du trou qui éclatent et qui va court-circuiter le vrai sujet du film. Le vrai sujet du film, pour moi, c'était d'abord et avant tout Michael Powell, le voyeur. C'est-à-dire comment est-ce qu'il y a dans le film une caméra qui tue? Comment est-ce que le regard peut tuer aussi? C'était effectivement pas un hasard si tout le film se passe en Grèce et s'il y avait cette volonté de faire une histoire très trouble dans un décor paradisiaque et qui renvoyait à la tragédie et aussi aux critères de la tragédie, c'est-à-dire un huis clos, tout se passe dans le même lieu et donc le rapport au père et donc il y avait toute une série de fils narratifs on a écrit plusieurs versions du scénario, donc c'est quelque chose de très construit et qui n'avait rien à voir avec
évidemment la pédophilie ou tout le côté nauséabond qui a ressurgi au moment de l'affaire du trou et qui a, à mon avis, très largement handicapé le film, parce que ça crée une confusion qui n'était pas du tout celle que je voulais en tout cas apporter consciemment. Après, sur le tournage, je pense qu'il y a eu toute une série de difficultés qui m'ont complètement déniaisé comme réalisateur, parce que jusqu'alors, j'avais jamais eu aucun problème avec les acteurs, avec l'équipe, avec la production, et je ne pouvais pas imaginer qu'un réalisateur pouvait être confronté à des tensions aussi fortes que celles que j'ai vécues là-bas. Les tensions que j'ai vécues en Grèce sur ce premier long-métrage, elles ont plusieurs causes, mais une des causes, c'est peut-être justement le sujet, la confusion sur le sujet, parce qu'il y avait certaines personnes, quand les choses ont mal tourné dans l'équipe, qui m'ont dit comment est-ce qu'on peut faire confiance à un réalisateur qui a écrit une telle histoire, il doit forcément être un monstre. Comme s'il y avait une confusion entre le fait de raconter une histoire où effectivement il y a des comportements monstrueux et ce qu'on est soi-même. Pour la petite histoire et pour aller vite, il y a une descente en enfer pendant le tournage, à tel point qu'à ce moment le tournage est interrompu, qu'on ne sait pas si le film va se terminer. Et pour le terminer, avec l'accord du co-scénariste et avec l'accord du producteur, je dois changer le scénario en cours de route. Et donc, il y a un nouveau personnage qui est inventé, le personnage interprété par Jean-Paul Comard, aussi deux jeunes comédiens, notamment avec Sandrine Blanc. Et c'est vraiment grâce au travail avec Jean-Paul Comard qui m'a donné l'envie de terminer le film. On a une très belle relation ensemble de dialogue. Et donc, j'ai pris plaisir à travailler avec lui, alors que le contexte général n'était pas, franchement, dans le bonheur absolu. Je préfère pas en parler. J'aime pas parler de moi. Je suis pas comédien, moi j'aime pas être en pleine lumière. Mais cela dit, j'admire beaucoup les comédiens. Parce qu'ils sont capables de tout. Ils osent tout. Ils sont capables de s'exhiber, de se déshabiller devant 200 personnes. Ils se mettent à nu dans tous les sens du terme. Moi, je pourrais pas faire ça. Alors, je me cache derrière un texte, derrière des personnages, derrière des comédiens qui jouent ces personnages. Ça doit être une forme de pudeur. Oui, sans doute de lâcheté aussi. Sûrement même. Ben, je suis comme ça, il faut pas m'en vouloir. Debout, cinéaste de la terre, debout, croyant du 7e art. La raison qui nous tient sur terre, c'est notre dévotion d'être à part. Nous filmons depuis des années, fous du film, filmons, filmons. Les Yankees imposent leur cinéma. Luttons contre eux, filmons, projetons. C'est le combat du film. Groupons-nous, chers complices. Projetons en salle, cinéaste à tout prix.